Alors, dans cet exercice, on s'intéresse à l'acide fumarique. Alors, on nous dit que c'est utilisé comme médicament. On nous donne la formule topologique de la molécule. On peut parler quelques instants du nom qui est donné à cette molécule. L'acide E, but de N, 1,4-dioïque. On a effectivement une chaîne carbonée à 4 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, d'où le radical but. On a également une double liaison en position 2. Et puis on a deux groupes carboxyles, ce qu'on va voir après. Donc ça explique le nom dioïque. Et ces groupes carboxyles sont en position 1 et 4. Par ailleurs, on a une fonction alcène avec la double liaison qui est ici. Et il s'agit de l'isomère E dans la mesure où les groupes carboxyles, les groupes qui sont de part et d'autre de la double liaison, sont disposés de façon à ce qu'on ait donc l'isomère E. Vous avez ici la masse molaire qui est donnée et le spectre infrarouge de la molécule. Alors, première question, on nous demande de donner la représentation de Lewis de la molécule. Donc, je vais repartir de la molécule et puis on va l'étudier dans le détail. Alors, donc ça c'est pour la question 1A. Donc, vous savez que l'atome d'oxygène doit répondre à la règle de l'octet au niveau de la représentation de Lewis. Il est actuellement lié ici à un atome de carbone et un atome d'hydrogène. Donc, on a deux doublés non liants, donc 4 électrons, et il faut qu'il s'entoure de 8, donc il faut encore deux doublés. Donc, on va placer les deux doublés sur l'atome d'oxygène. Idem ici, 2, 4, donc 6, 8 électrons. Donc il aura bien ces 4 doublés autour de lui. Et on fait la même chose pour les autres atomes d'oxygène. Ensuite, on nous demande d'identifier les groupes fonctionnels. Donc on a deux groupes fonctionnels qui sont identiques ici. Ce sont deux groupes carboxyles. Alors attention à les représenter correctement. Voilà le premier groupe carboxyle et le second. Donc ici on dira qu'on a deux groupes carboxyles. Qui sont les groupes C, double liaison O, OH. Ensuite, on demande d'identifier dans les spectres infrarouges les deux bandes d'absorption caractéristiques. Alors, puisqu'il s'agit d'un groupement carboxyle, on s'attend à trouver la bande d'absorption caractéristique de la double liaison CO pour l'acide à 1680-1710. Donc 1680-1710, c'est cette bande d'absorption qui est ici. Donc 1680-1710, alors c'est en centimètres moins 1. Donc c'est la bande d'absorption de C double liaison O de l'acide. Et puis on trouve également la bande d'absorption pour la liaison OH, donc pour la liaison OH d'un acide carboxylique. Donc après avoir trouvé celle-ci, on va trouver celle-ci, donc 2500 3200, 2500, 3200, voici la bande d'absorption pour OH de l'acide carboxylique. Donc 2500, 3200 cm-1. Donc la bande d'absorption pour la liaison OH. Toujours pour l'acide carboxylique. Alors ça c'est fait. Ensuite, on va s'intéresser aux propriétés chimiques de l'acide fumarique. Pour cela, eh bien, on va dissoudre 500 mg d'acide fumarique du laboratoire
pour réaliser une solution de volume 100 ml. Et après, on va mesurer le pH de ces solutions. On mesure un pH de 2,4. Alors, la question 2A, on nous demande de décrire précisément le protocole pour réaliser cette solution. Donc, il s'agit de faire une dissolution. On va dissoudre une certaine masse dans un certain volume d'eau. Alors, pour faire ça précisément, quand on a un protocole à suivre, on va d'abord peser la masse de 500 mg. On va l'introduire avec un entonnoir. Voilà. On va rincer la capsule qui nous a permis de peser, et puis on va rincer également l'entonnoir pour pas perdre de matière. On va placer ça dans la fiole jaugée. Donc c'est la fiole jaugée de 100 ml. On va ensuite ajouter de l'eau distillée aux 2/3. Et puis on va agiter. Et après on va donc ça c'est pour homogénéiser. Donc on va agiter pour homogénéiser. Et puis on complète au trait de jauge, compléter au trait de jauge. Et puis on va agiter à nouveau. Voilà, la solution sera préparée. Alors, question 2B. On nous demande de rappeler ce que c'est que la définition d'un acide au sens de Brønsted. Donc un acide, c'est une espèce qui est capable de céder un proton. Donc un acide est une espèce capable de céder un proton H+. L'acide fumarique possède des propriétés acido-basiques en solution aqueuse. Expliquez pourquoi cette molécule est qualifiée de diacide. Alors, tout à l'heure, on a vu que la molécule présentait 2 groupes carboxyles. Chacun des groupes carboxyles est capable de céder un proton. Alors, on a vu qu'on avait à chaque fois un groupe carboxyle. Alors ça, il est connu que les acides carboxyliques ont la capacité à céder un proton pour donner la base conjuguée. Voilà. Alors en fait, on part de l'acide carboxylique, on forme l'ion carboxylate. Le fait est que la liaison qui est ici est une liaison qui est polarisée. Ça veut dire que les électrons du doublet sont plus du côté de l'atome d'oxygène qui est plus électronégatif. Ici, on a une charge partielle positive. Et comme la molécule présente 2 groupes carboxyliques, on peut envisager donc la libération de 2 protons. Donc la molécule d'acide fumarique, on peut l'écrire sous la forme H2A. En mettant en évidence les atomes d'hydrogène susceptibles d'être libérés. Et donc, elle peut libérer 2 protons pour se retrouver sous la forme de A2- plus 2H+. Alors, question D. On demande de calculer la concentration de la solution ainsi préparée. Donc la concentration molaire se calcule en faisant le rapport du nombre de moles de soluté sur le volume de solution. Quant au nombre de moles de soluté, c'est la masse de soluté que divise la masse molaire de soluté, de masse molaire. Donc la concentration se calculera en faisant petit m sur grand M, le tout divisé par grand V. Donc quand on fait l'application numérique, on trouve une concentration molaire qui va être égale à
Donc le nombre de moles, la masse qui est ici de 500 mg, donc c'est-à-dire de 0,5 g, la masse molaire qui était donnée précédemment, qui est ici 116 g par mol, et puis on divise par le volume de solution qui est 100 ml, donc divisé par 0,1. Donc après simplification, on voit que ça va faire 5 sur 116. Et numériquement, on trouve 431 10-2. Alors, sans oublier l'unité des moles par litre. Donc ça, c'est la concentration de la solution qu'on l'on prépare par dissolution des 500 mg d'acide fumarique dans les 100 ml d'eau. Alors ensuite, on va, question E, on va voir si il s'agit d'un diacide fort. Si c'est un diacide fort, on doit avoir que pH égale moins log de 2 fois C. Alors, explication, pourquoi cette formule? Si on a un diacide fort, ça signifie que l'acide va réagir avec l'eau de façon totale. Donc ici, on va mettre une flèche. Comme il réagit de façon totale en cédant en fait 2 protons, on va donc avoir une réaction avec une première molécule d'eau pour former H3O+, une deuxième. Donc en fait ici, on a 2 molécules d'eau qui vont venir chercher 2 protons. Et donc on aurait 2 H3O+, plus A2-. Si on part d'une solution à C mol, si on fait une solution à C mol par litre, ça veut dire qu'on met C mol de soluté dans 1 litre d'eau, on voit que la dissolution de C mol va libérer 2 fois C mol d'H3O+, et donc tout ça dans 1 litre, ce qui nous ferait que la concentration en H3O+, dans la solution serait égale à 2 fois C. Or, on sait que le pH, c'est moins log de H3O+, et donc on comprend bien pourquoi on nous dit que le pH d'une solution de diacide, ça serait moins log de 2 fois C. Bon, ici, la formule est donnée, mais on voit d'où ça sort. Alors, si l'acide fumarique est effectivement un diacide, on doit avoir pH égale moins log de C. Donc, pour le savoir, on va le calculer, puisqu'en fait, on sait que le pH de la solution est 2,4. Donc on se propose de comparer le pH qu'on obtiendrait avec l'hypothèse d'un diacide fort avec le pH qui a été réellement mesuré. Donc si on fait pH égale moins log de 2 fois 431 10-2, eh bien le calcul donne 1,1. On voit bien que 1,1 c'est un pH plus bas, donc ce serait plus acide que le pH qui est réellement obtenu. Donc on en conclut que l'acide fumarique n'est pas un diacide fort. Donc l'acide fumarique n'est pas un diacide fort, donc c'est un diacide faible. Donc ça signifie quoi en clair que l'acide fumarique n'est pas un diacide fort? Eh bien, ça veut dire que quand il réagit avec l'eau, il va réagir partiellement. Donc, par rapport à ce qu'on a écrit tout à l'heure, ce qui va changer, c'est que on va avoir une double flèche. Et donc, avec toujours 2H3O+, plus A2-. Voilà, alors maintenant on va passer au à la question 3, contrôle de qualité. Alors on nous explique que afin de vérifier l'indication portée sur l'étiquette du médicament, on va placer une gélule dans un mortier, on va l'écraser. À l'aide d'un mortier, on va écraser le contenu de la gélule. On va réduire ça en poudre et on va placer la poudre dans 100 ml de solution. Et après, on va effectuer
une prise d'essai de 10 ml et on va procéder au titrage avec une solution d'hydroxyde de sodium. Et on va suivre l'évolution du pH, l'équation de la réaction étant donnée. Donc on nous donne la courbe d'évolution du pH lorsqu'on va verser le réactif titrant. Alors d'abord, avec quel véry doit-on effectuer le prélèvement? Il s'agit de prélever précisément les 10 ml de la prise d'essai. On a réalisé une solution. Donc ça, c'est la réalisation de la solution. Et après, on a prélevé. Alors, comme on prélève avec soin, avec précision, on doit utiliser une pipette jaugée. Donc ici, pour la question A, donc la question A du 3, donc c'est 3A, on utilise une pipette jaugée. C'est ce qu'il y a de plus précis. Une pipette jaugée de 10,0 ml. Question 3b. On nous demande de schématiser le dispositif. Alors c'est classique. On a la burette graduée. On a ensuite l'Erlenmeyer. Voilà. Et puis en dessous, on a l'agitateur magnétique qui va être capable d'homogénéiser la solution avec le petit élément qui va tourner. Voilà. Donc il faut juste préciser qu'ici, on a une burette graduée. Ici, on a un Erlenmeyer. Et ici, on a un agitateur magnétique. Alors ici, on doit préciser que dans la burette graduée, on place la solution titrante. Donc la solution titrante, c'est une solution d'hydroxyde de sodium, Na+, plus HO-. Et puis ici, on va placer donc la solution titrée. Donc c'est les 10 ml de la solution S. De la solution S que l'on a préparée. Donc en plaçant donc le contenu de la gélule dans 100 ml d'eau. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, question C. On nous demande de déterminer la masse expérimentale d'acide fumarique qu'il y a dans la gélule. Et on nous donne également des relations qui portent sur les incertitudes relatives. Alors, donc ça c'est pour après. Donc là, la question C, c'est simplement de déterminer la masse expérimentale d'acide fumarique qui se trouve dans la gélule. Alors, quand on a ce genre de travail à faire, il faut s'appuyer sur l'équation de la réaction de titrage. Donc la réaction de titrage qui était donnée dans l'énoncé, elle est écrite ici. Donc on va la réécrire. Donc c'était H2A plus 2HO- donne réaction totale. Ça c'est toujours total quand c'est une réaction de titrage. Donc c'est A2- plus 2H2O. Alors, explication avant de se lancer. Pourquoi cette réaction? On a dit tout à l'heure qu'il y avait deux protons susceptibles d'être donnés. Chaque proton peut réagir avec un ion HO- pour former une molécule d'eau. Donc, on peut très bien comprendre pourquoi on a cette réaction de titrage. Alors, une fois qu'on a écrit la réaction de titrage et qu'on a bien vérifié que c'était correctement équilibré, on sait que la détermination de la concentration inconnue va se faire grâce à l'équivalence. Donc c'est un point remarquable du titrage. C'est à partir de là qu'on va pouvoir faire des calculs pour déterminer la concentration inconnue, connaissant la concentration connue de la solution de soude. Donc celle-ci est connue, c'est Cb, la concentration de la solution de soude, c'est 1,010-1. Donc ça c'est 1,010-1 mol par litre.
Donc, ce qu'il faut, c'est traduire l'équivalence. Donc, d'abord, écrire la phrase qui est classique. Donc, c'est à l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. À l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le nombre de moles d'H2A qui se trouve dans l'Erlène sur son coefficient stoichiométrique, donc qui est 1 dans l'équation, serait égal au nombre de moles d'ion H- versé à l'équivalence sur son coefficient stoichiométrique qui est 2. Alors, ceci, on va le traduire. Donc, on va pouvoir trouver la concentration en acide fumarique. Hein. Donc, j'ai mis H2O, c'est H2A. Donc, pour cela, on va dire que si on appelle Ca la concentration de l'acide fumarique dans la solution S, on a Ca fois V. Donc, ici, V, c'est les 10 ml, hein, V égale 10 ml, sera égal au nombre d'H- versé. Donc on a versé une solution de concentration Cb et il a fallu verser pour atteindre l'équivalence un volume Vb, donc sur 2. Alors comment va-t-on maintenant savoir le volume versé à l'équivalence? On va utiliser notre courbe de titrage. Donc on va utiliser ce qu'on appelle la méthode des tangentes parallèles. On va tracer deux tangentes parallèles de part et d'autre du saut de pH. Donc comme ceci. Et après, on va prendre la droite perpendiculaire aux deux tangentes parallèles. Donc ici, on doit avoir à chaque fois un angle droit. Et puis on va prendre ensuite la droite perpendiculaire à cette droite-ci qui passe par le milieu. Donc on prend le milieu et alors on fait ça précisément. On va trouver donc ici ça divise en deux parties égales. Et le point d'équivalence, c'est ce qu'on va pouvoir lire sur la courbe. Le voilà. Et ensuite, on va baisser, ici, on va abaisser pour aller chercher en abscisse la valeur du volume versé à l'équivalence. Alors, quand on fait une détermination précise, on trouve 8,4. Donc ça, c'est ce qu'on appelle VBE. Donc VBE ou VBEC, donc 8,4 millilitres. Donc on va pouvoir maintenant poursuivre le calcul. Alors, on peut chercher CA, donc CA, hein, on peut faire une ligne de plus, hein, CA, c'est donc égal à CB fois VBEC sur 2V. Donc la relation est bien correcte d'un point de vue dimensionnel. On a bien ici des moles par litre, on aura des moles par litre, volume sur volume. Alors calculons CA. Donc CA est égal à 1, 0, 10, -1, que multiplie VBEC, donc on a dit 8,4. Je peux rester en millilitres puisque j'ai des rapports de volume sur 2 fois le volume V qui était de 10. Alors, ça ne demande pas de calculatrice puisque 8,4 sur 2 ça fait 4,2, 4,2 et puis 4,2, 10-2 moles par litre. Alors ça, c'est la concentration de la solution S. Et nous, ce qu'on veut, c'est la masse de substance qui se trouve dans la gélule. Alors ça, hein, il faut bien comprendre que comme on a la concentration de la solution S, on va pouvoir en trouver le nombre de moles qui se trouvent dans la gélule, dans la mesure où le nombre de moles qui se trouve dans la gélule, c'est en fait ce qu'on a utilisé pour faire la solution S. Et cette solution S,
elle a été obtenue en dissolvant ce nombre de moles dans 100 ml de solution. Donc je dois multiplier la concentration de la solution par le volume de la solution S, qui était de 100 ml. Donc ça fera 4,2 10-2, ça c'est la concentration, et le volume de 100 ml fois 10-1 litre. Donc ça nous fait un nombre de moles qui est de 4,2 10-3 moles. Enfin, la masse d'acide fumarique qu'il y a dans la gélule, la masse c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Donc je dois multiplier 4,2 10-3 par la masse molaire qui est de 116 grammes par mol. Et le résultat, c'est 0,49 grammes. Donc ce qui est cohérent puisque c'est l'énoncé nous disait qu'une gélule contenait 500 mg, c'est-à-dire 0,5 g d'acide fumarique. Donc notre résultat est cohérent. Alors maintenant, question D. On nous demande de dire la source d'erreur qui est la plus importante. Alors, on nous donne ici les incertitudes absolues pour le volume versé à la burette. Donc ça, c'est l'incertitude qui porte sur VBEC, le volume versé à l'équivalence. On a utilisé une pipette jaugée tout à l'heure pour mesurer VA. Donc ça, c'est l'incertitude absolue qui va apparaître ici sur le volume d'acide fumarique qui était versé avec la pipette. Et puis, quant à la concentration, vous avez ici l'information qui porte sur U de CB. Alors, ce qu'on peut faire, c'est calculer pour chacune des incertitudes relatives. Donc, on va calculer les incertitudes relatives pour chacune des grandeurs. Donc, U de VA sur VA, U de VA sur VA. Voilà, donc, U de VA, alors l'incertitude absolue est donnée ici, donc c'est 0,1, c'est plus ou moins 0,1, donc on a une incertitude de 0,1 millilitres, que je divise par le volume, donc c'était 10 millilitres, donc ça va nous faire 10-2, donc 1 10-2, ça n'a pas d'unité puisque c'est un rapport de volume. Je fais la même chose pour U de VEC sur VEC. Alors U de VEC sur VEC, U de VEC, eh bien c'est l'incertitude sur la mesure du volume versé avec la burette, donc c'est 0,1. Et puis on a un volume versé de 8,4. Donc ça va nous faire 1,2 10-2. Et puis on a aussi U de CB sur CB, qui vaut donc avec U de CB qui est donné ici, donc qui est 0,3 10-2, sur CB qui est égal à 10-1. Donc ça va nous faire 0,3. Donc ça fait 3 10-2. Donc on voit que des trois incertitudes relatives, celle-ci est la plus importante. Ça signifie que la plus grande source d'erreur provient de la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium. Donc la plus grande source d'erreur provient de la concentration de la solution de soude. Voilà. Alors, provient de la soude. Ensuite, on va regarder la question petit e. Alors pour la question petit e, en fait, on a ici une formule qui relie entre elles les incertitudes relatives. Donc, alors je vais voir si on peut la prendre.
Donc, cette formule va nous permettre de déterminer l'incertitude portant sur la masse expérimentale. Donc, cette formule, il suffit de la retravailler pour isoler l'incertitude absolue sur la masse expérimentale. Donc, on voit que ça peut s'exprimer de la façon suivante: masse expérimentale que multiplie la racine carrée. Donc ici, des 3 incertitudes relatives, chacune d'elles étant elle-même au carré. Voilà. Alors, voilà. Ça se prolonge. Alors, la masse expérimentale, c'est ce qu'on a trouvé précédemment, c'était 0,49 grammes. Et puis, on va ici réutiliser les calculs précédents. Donc, on avait 10-2, on avait 1, 2, 10-2 et 3, 10-2. Donc, il y a 1, 2, 10-2. À chaque fois, c'est au carré. Il y avait 10-2. Et puis, il y avait également 3, 10-2. Voilà. Et quand on fait le calcul, alors on va garder qu'un seul chiffre significatif pour le calcul de l'incertitude absolue, et on va trouver en fait 2 10-2. 2 10-2 grammes. Voilà. Donc, ça va nous permettre maintenant de proposer un encadrement, puisqu'en fait la masse expérimentale est donc comprise entre le résultat calculé précédemment plus l'incertitude absolue, et puis la masse calculée précédemment moins cette incertitude. Donc on va avoir en fait ici comme encadrement 0,49 plus 0,02, donc on est à 0,51 g ici et 0,47 g ici. Donc voici l'encadrement qu'on peut proposer pour la masse expérimentale suite au titrage, et on va pouvoir dire que en commentaire, on peut dire que ce résultat est cohérent, puisque la masse qui est affichée par le constructeur étant de 0,50 g, elle se trouve bien dans l'encadrement que l'on a réalisé à l'issue de notre titrage. Et enfin, question F, il s'agit de dire parmi les 3 indicateurs colorés qui sont ici, lequel serait plus approprié pour mener à bien ce titrage acido-basique. Eh bien, on peut lire sur la courbe le pH quand on atteint l'équivalence. Donc, il est proche de 8. Et on va regarder parmi les indicateurs proposés celui dont la zone de virage contient le pH équivalence. Et on voit que 8, c'est entre 7,2 et 8,8. Le rouge de Crézol est donc adapté. Donc, le rouge de Crézol, c'est un indicateur coloré. Donc, on peut situer à peu près sa zone de virage, donc entre 7,2 et 8,8. Donc, on nous dit que cet indicateur coloré, il est jaune. Ça, c'est la teinte acide, c'est-à-dire pour les bas pH. Et puis, la teinte basique, c'est rouge. Donc, on voit bien que lorsqu'on va verser une goutte, quand on est très proche de l'équivalence, à la goutte près, l'indicateur coloré va passer de sa couleur jaune à sa couleur rouge. Donc, ce qu'il faut dire ici, c'est que c'est la question F. Donc, on choisit le rouge de Crézol. On choisit le rouge de Crézol, car sa zone de virage contient le pH à l'équivalence. On peut même préciser, et il passera du jaune au rouge. Voilà. Bon, j'espère que
on a pu faire le tour des différentes questions de l'exercice. Merci pour votre attention.